Jean-Marc Tanguy, bonjour. Bonjour. Est-ce qu'on connaît les circonstances précises de la mort de ces 13 soldats français ? On sait que c'est le résultat d'une collision, mais à ce stade, on ne connaît pas tout à fait les causes. Plusieurs possibilités, une erreur humaine, le résultat d'un tir ou encore une rupture mécanique. Ça peut être un mélange de différentes causes. Le résultat d'un tir est une hypothèse, dites-vous. Est-ce qu'un hélicoptère de combat de l'armée française n'avait pas été touché au Nord-Mali en juin dernier ? En effet, c'est arrivé sur une gazelle qui était victime de tirs lors d'une opération contre les groupes armés terroristes. Donc l'appareil s'était écrasé assez brutalement au sol, touchant ses deux pilotes à l'avant et un commando montagne qui était à l'arrière. Ce dernier avait pu s'extraire et sortir les deux pilotes qui étaient assez sévèrement touchés. Il les avait installés sur un Tigre, un hélicoptère d'attaque qui s'était posé à proximité et tous s'étaient envolés comme ça pour sortir de la bulle des combats. Ce qui avait permis à ces 3 soldats français de survivre au crash. Précisément. Est-ce qu'on peut donc imaginer que ce lundi soir, un des 2 hélicoptères ait dû dévier de sa trajectoire à cause éventuellement d'un tir ? Ça, à ce stade, on ne le sait pas. Ça fait partie des causes possibles. Mais en tout cas, le chef d'état-major des armées ne semblait pas y croire dans son évocation des faits ce mardi. Alors, quelles sont les autres hypothèses dans ce cas ? Alors, ça pourrait être un problème lié à la navigation à très basse altitude et à grande vitesse et en patrouille serrée. C'est-à-dire que l'hélicoptère de manœuvre qui transporte les commandos est assez proche de l'hélicoptère de reconnaissance et d'assaut, le Tigre. C'est un mode opératoire qui est assez courant. Pourquoi voler si bas et si vite ? En fait, tout simplement, ça permet d'échapper aux tirs qui viennent du sol, puisqu'il est plus difficile d'ajuster un hélicoptère qui arrive à grande vitesse et proche du sol. Mais à ce stade, on n'a pas encore eu confirmation de cette probabilité. Et ce lundi soir, quand ces 2 hélicoptères se sont crashés, ils étaient justement dans une opération de combat, c'est ça ? Précisément. Alors, d'après ce que le chef d'état-major des armées a expliqué ce mardi, les commandos, en fait, étaient en recherche d'un groupe armé terroriste depuis plusieurs jours. Depuis le 22 novembre, a-t-il expliqué. Un premier dispositif a été jeté au sol, des commandos parachutistes qui, eux, évoluaient en véhicule. Donc, ils ont remonté la trace d'un groupe armé qui évoluait en pick-up et en moto. Il est arrivé au contact de ce groupe en fin d'après-midi ce lundi et un premier hélicoptère a d'abord été envoyé pour les aider, ainsi que des avions de chasse qui, eux, ont décollé de Niamey. L'hélicoptère, lui, avait décollé de Gao. Puis une patrouille de 2 Tigres a également décollé de Gao pour venir assister donc les commandos parachutistes qui étaient au contact des groupes armés terroristes au sol. Alors, il y a ces 13 soldats français tués ce lundi, mais il y a aussi ces quelques 140 soldats maliens qui ont été tués au front dans la même zone des 3 frontières. C'était à Boulkessi le 30 septembre, à Indelimane le 1er novembre et à Tabankort le 18 novembre. Est-ce à dire que cette zone est devenue hyper dangereuse pour les soldats maliens et français ? Alors ça, on le sait depuis 2015, parce qu'on constate une montée en flèche des incidents dans cette zone. Et c'est pour ça précisément que la France veut faire effort depuis plusieurs mois dans cette zone du Liptako puis du Gourma. D'abord en augmentant son cycle d'opération, mais aussi, vous en avez peut-être entendu parler, de cette task force de force spéciale européenne qu'elle veut mettre en place, du nom de baptême de Takuba. C'est une initiative qui manifestement semble retenir un certain assentiment en Europe, puisqu'une douzaine de pays se sont déjà signalés. Et ça devrait pouvoir permettre, sous 6 à 8 mois, de mettre en place des forces spéciales européennes au sein des FAMA, ce qui simplifiera un certain nombre de fonctions. Voulez-vous dire que ces forces spéciales européennes qui sont attendues entre juin et juillet 2020, ça peut être la solution ? C'est une des solutions. Je pense que ça devrait être un des ressorts que le président de la République abordera dans un prochain discours annoncé sur la situation au Sahel. Il est évident que ces forces spéciales peuvent notamment apporter leur expertise de la lutte contre le terrorisme, mais également d'apporter un lien avec la 3e dimension. Les FAMA ont été formés par Barkhane à pouvoir orienter des hélicoptères, des chasseurs, mais ça reste une fonction très technique et en fait, ces forces spéciales sont vraiment accoutumées à ce genre de mission. Donc, on peut considérer que ce sera véritablement un atout pour les différentes sections et compagnies FAMA qui auront à opérer d'ici la fin de l'année 2020 dans cette zone des 3 frontières qui, vous le disiez, en effet, est très dangereuse. Le commandant de Barkhane, le général Facon, déclare qu'il faut avoir de la patience stratégique, de la persévérance, c'est fondamental. Mais après la mort de ces 13 soldats français, est-ce que l'opinion publique française ne risque pas de se lasser ? C'est dur à dire, parce que par définition, l'opinion publique est imprévisible. Il faut se rappeler que, par exemple, l'opinion publique n'avait pas véritablement basculé après l'embuscade d'Ouzbine en 2008, mais par contre, elle avait basculé, et le président français avec elle, lors d'une embuscade dans une base avancée en Afghanistan, à Gouane, en 2011. C'est-à-dire qu'elle n'avait pas basculé lors de la première attaque meurtrière d'Afghanistan en 2008, mais elle a basculé 3 ans plus tard, c'est ça ? Exactement, lors d'une embuscade à l'intérieur d'une base avancée. En fait, c'est un combattant afghan qui avait tiré sur des soldats français qui étaient en train de faire leur footing du matin. Donc
Donc en fait, c'est toujours difficile de faire ce genre de pronostic. Il est évident que les groupes armés terroristes, eux, leur intérêt, c'est de faire feu de tout bois et ils vont sans doute exploiter cet événement, même s'ils n'ont a priori pas une responsabilité dans ce qui s'est passé lundi soir. Néanmoins, c'est sûr que c'est tentant pour eux d'appuyer finalement sur cet événement. Mais personnellement, je pense que ça ne changera rien à la détermination du gouvernement français d'être présent dans cette zone. On ne s'enlise pas, on s'adapte, dit la ministre française de la Défense, Florence Parly. Mais n'est-ce pas un vœu pieux? Non, je pense que c'est dans la nature du dispositif de l'opération Barkhane que d'être en fait en permanente réadaptation dans la mesure où les groupes armés terroristes eux aussi s'adaptent. Donc on ne peut pas rester figé par rapport à un adversaire qui s'adapte. Et le mieux évidemment, c'est d'avoir un coup d'avance. C'est notamment ce que les forces spéciales françaises de l'opération Sabre font en conservant toujours une forme d'initiative et grâce à du renseignement souvent d'origine technique, ça leur permet quand même de porter des coups très durs aux groupes armés terroristes. Mais ce qui est vrai, c'est que les dispositifs qui peuvent compter jusqu'à une cinquantaine de véhicules, c'était les grandes masses de l'opération Bourgou 4 il y a quelques jours de ça, font que le dispositif, il est assez vite éventé dès qu'il sort de la base de Gao, puisque 50 véhicules, effet de surprise, ça ne fonctionne pas. Par contre, un mode opératoire qui marche, c'est précisément celui qui avait été mis en place par Barkhane lundi soir, avec des chasseurs, avec en général de l'appui renseignement, souvent des drones, et évidemment ces forces spéciales. Et c'est là que le double crash est arrivé. Exactement. Jean-Marc Tanguy, merci.